Bonjour Guillaume Guéraud, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'association de citoyens contre les déserts médicaux. Vous représentez Anne Hidalgo. La problématique d'égalité d'accès aux soins est un sujet majeur qui préoccupe les Français dans le cadre de l'élection présidentielle. Cette inégalité d'accès aux soins est une réalité et provoque une diminution de l'espérance de vie de 2 ans en moyenne dans une zone sous-dotée, selon l'étude d'Emmanuel Vigneron. Les chiffres de la densité de médecins généralistes pour 10 000 habitants parlent d'eux-mêmes. On est à 6,08 médecins pour 10 000 habitants en Sarthe, 6,32 ici en Mayenne, 8,38 dans l'Allier, 7,18 dans les Charentes par exemple, alors que la moyenne nationale tourne autour des 8,44. Des départements sont bien dotés comme les Bouches-du-Rhône avec une densité moyenne de 12,43. Depuis peu, un problème supplémentaire vient se greffer au manque de médecins en ville, à savoir les fermetures des urgences de plusieurs villes, comme ici à Laval, la nuit de 18h30 à 8h30. C'était encore le cas ce 8 mars. Pourtant, l'ensemble des Français qui vivent dans une zone sous-dotée ou dans une zone suffisamment dotée sont égaux face aux cotisations sociales et face à l'impôt. Chaque Français est protégé par la Constitution qui garantit l'accès aux soins à la santé et aux soins pour tous. Alors nous attendons des propositions concrètes et réalisables pour les 5 prochaines années. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à tous les membres de l'association ACCDM pour leur travail tenace, constant, contre les déserts médicaux, non seulement en Mayenne, bien sûr, mais aujourd'hui partout en France. On a besoin de cette mobilisation citoyenne pour faire avancer les esprits et prendre les bonnes décisions. Alors, Maxime Le Bigot le disait à l'instant, les inégalités entre les Français sont criantes face à la santé, face à l'accès aux soins, et n'ont jamais été aussi graves. Et je veux non seulement aller dans le sens, mais en rajouter dans le constat. Parce que quand on regarde du point de vue des médecins généralistes, les départements les moins bien dotés face aux départements les mieux dotés, l'écart, il va de 1 à 3. Il y a 3 fois plus de médecins dans les Hautes-Alpes, par exemple, qu'en Eure-et-Loire. Mais si on va du côté des spécialistes, le constat, il est encore plus grave. Il va de 1 à 17 pour les dermatos et de 1 à 18 pour les ophtalmos. Et j'ai fait moi-même le test. 6 mois pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo à Laval. À Paris, j'ai pris mon téléphone, j'avais le rendez-vous 2 heures après. C'est ça la réalité de l'inégalité d'accès aux soins. Donc, à l'évidence, et contre tous ceux qui nient cette réalité de la répartition des médecins sur notre territoire national, il faut poser le problème comme ça. Ça veut dire aussi qu'il faut refonder le contrat, en tout cas c'est ma vision des choses, entre la nation et ses médecins. Parce que quand on regarde les choses de près, la nation, elle finance les études des médecins, puisque les études sont publiques, gratuites. Même si c'est vrai, il faut le dire immédiatement, les internes donnent beaucoup dans leurs dernières années d'études, précisément pour faire fonctionner l'hôpital. Et ce ne sont pas les médecins et soignants de l'hôpital ici qui me diront le contraire. Mais enfin, il y a quand même ce financement par la nation des études des médecins. Puis ensuite, il y a nos cotisations sociales qui financent les revenus des médecins tous les mois. Donc, à partir de là, il n'y a absolument rien de scandaleux à dire à nos médecins, écoutez, on veut trouver avec vous les solutions pour mieux répartir votre présence partout en France et être là où sont vos patients et pas simplement là où vous souhaiteriez pouvoir spontanément, de façon tout à fait libre et sans aucune régulation, vous installer. Ça n'est plus possible parce que, comme le disait Maxime, l'égalité d'accès aux soins, à la santé, elle est remise en cause et donc notre pacte républicain est fragilisé. Alors, si on pose les choses comme ça, qu'est-ce que propose Anne Hidalgo? Elle dit la dernière année, quand on est médecin, doit être étudiant en médecine, doit être une année de professionnalisation. Et nous demanderons à ces étudiants en médecine, à ces internes, d'aller là où on a besoin d'eux, ça veut dire dans les zones en désertification médicale. C'est la première chose qu'elle propose. La deuxième chose qu'elle propose, elle dit il faut qu'on s'appuie aussi sur les départements pour faire en sorte que les conditions d'exercice et de vie de ces jeunes médecins
soient les plus adaptées possibles aux attentes de ces jeunes médecins. Donc le logement, le travail pour le conjoint, bon, très bien. On connaît aussi tout ça, mais il faut le faire. Et puis, enfin, la troisième proposition qu'elle avance, c'est l'idée de généraliser la permanence des soins. Ça existe dans certains départements, ça n'existe pas dans beaucoup d'autres. Donc là, il faut redonner une forme d'obligation. Mais ce que je veux dire pour être parfaitement honnête, c'est qu'il y a ce que propose Anne Hidalgo comme candidate à la présidentielle, mais il y a ce que devra faire aussitôt, ou dans le prolongement, une majorité parlementaire. Et moi, je le dis, je vais plus loin. Et je considère que les mesures d'incitation, il faut les proposer. Mais si les mesures d'incitation ne suffisent pas, il faudra que la République, que l'Assemblée nationale assume ses responsabilités. Et disent à un moment donné, ben voilà, la régulation, elle devra de toute façon être mise en œuvre. Parce que c'est le cas pour de très nombreuses professions de santé, ça ne pose pas de difficulté. N'est-ce pas? C'est vrai pour les infirmières, c'est vrai pour les masseurs kinésithérapeutes, c'est vrai aussi pour les pharmaciens. Tout le monde le sait. Donc, il faut qu'on trouve les formes avec les médecins pour le faire. Donc, Anne Hidalgo dessine le cadre, mais il y aura besoin de s'appuyer sur une majorité parlementaire derrière. Et je veux le dire, moi, j'ai porté plusieurs propositions de loi sur la régulation de l'installation. Et le constat que j'ai fait, c'est que ça dépasse les étiquettes politiques. Hein, dans notre département, le député du Nord-Mayenne, Yannick Favennec, soutient la démarche qui est la mienne, qui est aussi celle de la CCDM, pour cette régulation de l'installation. Et il faudra construire ensuite une majorité parlementaire qui permette cela. Donc oui, à un cadre général, oui, bien sûr, à la discussion, la négociation, c'est parfaitement normal dans une démocratie vivante, mais à un moment donné, il faudra faire prévaloir une logique d'intérêt général. Et l'accès à la santé, c'est une logique, c'est une exigence d'intérêt général. Voilà ce que je voulais dire. Merci. On va pouvoir rejoindre le petit salon. Alors maintenant, le format de votre audition veut que vous répondiez à une question qui a été préenregistrée par un citoyen. Donc vous choisissez parmi cette proposition. Numéro 1 ? Numéro 1. Je souris à la numéro 1. Ça attire plus les... C'est marrant, hein, ça change intéressant, ça. Caroline Brémaud, je suis médecin urgentiste, chef de service des urgences de l'hôpital de Laval. Comptez-vous revoir complètement le système de santé français et par conséquent refaire un autre Ségur de la santé? Ça me paraît indispensable. Je le dis et je le dis au docteur Brémaud, oui, bien sûr, indispensable. Pourquoi? Parce que il faut dire les choses de façon réaliste. Le Ségur de la santé, ça a été un premier pas. Mais ça a créé aussi tellement d'incompréhension, d'injustice, que ça a aussi bloqué certaines évolutions. Et moi, j'ai vu combien certaines professions, certains métiers s'étaient sentis déconsidérés à la sortie du Ségur parce que, disant, mais nous, on n'a pas été pris en considération dans les conclusions du Ségur. Et donc la prime qui avait été créée pour certaines catégories n'était pas valable pour d'autres, en particulier pour le médico-social. Ça ne va pas. Si on considère qu'il faut reconstruire notre République, et je parlais du pilier qui était la santé, mais bien sûr qu'il faut assumer que si la santé, ça n'a pas de prix, ça a un coût. Et si c'est un coût, qu'il faudra mettre des moyens financiers sur la table. Que propose Anne Hidalgo? C'est 4 milliards de plus par an pour la santé. Et en particulier pour l'hôpital. Pour l'hôpital. Et ça veut dire quoi? Bien sûr, investir dans le mur, on est d'accord. Mais investir surtout d'abord dans l'humain. L'humain, c'est des postes. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Il y a des postes qui ont été créés, mais on n'a pas de candidat à s'y présenter. Pourquoi? Parce que c'est devenu tellement dur, la pression est tellement forte que beaucoup se disent « ben non, je renonce ». Donc ça veut dire qu'il faut redonner
de l'intérêt au sens de la considération et de la reconnaissance financière. Ça veut dire que ça passera, si on considère que le Ségur 1 n'est pas suffisant, qu'il faudra passer une prochaine étape, à une revalorisation nécessaire des carrières, mais surtout des rémunérations. Ce n'est pas possible aujourd'hui de voir des aides-soignants, des infirmiers commencer, trimer et abandonner. C'est juste pas possible. Donc, ça veut dire redonner juste une fin de mois digne pour tous ceux qui servent la santé dans le service public hospitalier. C'est un chantier majeur et impératif pour la cohésion sociale du pays. Merci. Monsieur le député, le lendemain de l'élection présidentielle, quelle sera la première mesure que vous allez prendre afin de répondre à l'urgence des déserts médicaux, car on ne peut pas attendre 10 ans? On est d'accord, on ne peut pas attendre 10 ans parce que c'est ce que nous dit aujourd'hui le gouvernement et la majorité. On vote des mesures, l'ouverture du numerus clausus, d'abord, qui n'est pas complètement ouvert, il faut dire les choses, mais qui n'aura d'effet que dans 10 ans. Et pour reprendre la question des CPTS, on en est au début, les communautés professionnelles de territoire de santé, c'est une bonne idée. Moi-même, je l'avais soutenu quand c'était dans l'hémicycle en séance. Simplement, ça demande du temps. Donc, il faut des mesures d'urgence, 1 sur l'hôpital, 2 contre la désertification médicale. J'ai donné le cadre, nous sommes là pour discuter, mais à un moment donné, si la discussion n'aboutit pas, il faudra que la République dise ce qu'elle souhaite, que la nation se prononce à travers ses représentants. Donc ma première mesure, c'est celle d'un député, qui est de dire qu'il nous faut une grande loi pour la santé dans le pays. Et à mon avis, ça devrait être le premier acte politique du nouveau quinquennat, que je souhaite présider par Anne Hidalgo. Mais une première loi, une grande loi sur la santé, parce qu'il faut réparer notre pays après 2 ans de pandémie, après des années où on a laissé s'installer la désertification médicale avec des concentrations dans certains départements et donc des déserts dans d'autres, et avec aujourd'hui à l'hôpital des soignants, des médecins qui se sentent déconsidérés, pas écoutés, et il faut redonner des perspectives et surtout de l'espoir. Parce que la France, elle est la France lorsque le pacte républicain qui est assis sur la santé tient debout. Donc c'est ça qu'il faut remettre au devant, et ça veut dire qu'il faut faire de la santé une priorité, si ce n'est la priorité du quinquennat. Merci d'avoir répondu à ces questions. Et on attend avec impatience la réponse de Mme Hidalgo à notre lettre ouverte qu'on publiera sur notre site internet. Teasing.